Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue sur ce plateau Entretien Brut. Le plateau qui fait un décryptage de l'actualité. Je fais appel à des confrères, des invités, scruter l'horizon, ramener ici sur ce plateau pour faire une biopsie quelque part si on peut le dire. Sur ce plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Moussa Tembine, qui n'est pas nouveau sur ce plateau, journaliste chroniqueur à Joliba TV News. Moussa, bonjour. Bonsoir, Bachima. Ça va? Dieu merci. Ça tient? Oui, on essaie. Aujourd'hui, on est totalement culture à fond, à 100%. Ouais, puisque on a décrété cette année l'année de la culture. Ouais. Donc parfois, il est bien de quitter les voisins pour se retrouver chez nous au Pays d'Ogo. C'est une identité culturelle quand même, comme c'est déjà avec mon jeune frère quand même, peut-être des fois qui se met dans ça aussi. Mais quand il s'agit des plateaux là, il préfère être en soirée. Pourtant si, hein. Il préfère être en soirée avec. Soft. Non, il préfère être en soirée avec son turban puisque déjà une fois à Tombouctou ils l'ont fait déguiser les albadja là, donc depuis là il n'arrive plus à se. C'est fini, il a été teinté son rail. En tout cas, vous êtes à saluer parce que vraiment vous défendez la culture avec l'accoutrement. Hein. Il fait partie des journalistes quand même qui le porte la tenue pure et dure, hein. Donc on peut le dire. En tout cas, chapeau. Deuxième journaliste sur ce plateau, il s'agit de Bourema Soulo, journaliste blogueur. Soulo, ça va? Ça va, Fadima, comment allez-vous? Défenseur de la culture aussi? Oui, avec le fouloir du Nord. Voilà, du Nord. Comme lui le représente Dogon, je représente les Sorés sur ce plateau. Même si ce sont mes enfants, mes petits-enfants. Coucou à vous. C'est la dernière phrase qui a franchement tout gâté dans la tenue. Téléspectateurs de Mandé TV, aujourd'hui, nous avons comme sujet la Confédération AES, Confédération de l'Alliance des États du Sahel. On saura ce qui a été dit pendant cette réunion des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue à Ouagadougou, en région. Tout de suite, on va aller avec la Guinée-Bissau. On va parler du coup d'État, ce fameux coup d'État qui fait grand bruit et qui fait couler beaucoup d'encre. En deuxième sujet, région. On aura la République de Guinée qui se prépare très prochainement à faire des élections présidentielles. On va aller tout de suite avec notre premier sujet. Sous l'eau, les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés à Ouagadougou. De quoi il s'agit? On veut avoir les informations. Merci beaucoup, Fadima. Effectivement, les ministres des Affaires étrangères de l'espace AES, il s'agit celui du Burkina Faso, du Mali et du Niger, étaient à Ouagadougou le 26 novembre dernier pour parler, entre autres, du deuxième sommet du Collège des chefs d'État de la Confédération. Ce deuxième sommet va occasionner le changement à la tête de la Confédération. Il faut le rappeler, depuis juillet 2024, le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, préside à la destinée de la Confédération, et c'est là, dans le traité de création de la Confédération, c'est une présidence tournante d'une année non renouvelable. Donc les trois présidents vont se succéder chaque année à la tête de la Confédération. Et cette année, ça devait avoir lieu logiquement le mois de juillet dernier, mais on a vu que ça n'a pas été le cas et que c'est maintenant que les choses bougent enfin pour changer la tête de la Confédération. Et comme vous l'avez dit, ces trois ministres, la rencontre des trois ministres avait été précédée par des hauts fonctionnaires, celle des hauts fonctionnaires du département des affaires étrangères de ces trois pays. Ces hauts fonctionnaires ont travaillé sur la feuille de route qui quand même parle aussi des 3D, défense, diplomatie et développement. Donc, ils ont jeté les bases dans ces trois domaines. Maintenant, il faudrait concrétiser, et il faut aussi le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop,
qui était à la tête de cette rencontre. Il avait été reçu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'issue de cette rencontre, le ministre malien a annoncé que les trois ministres sous l'égide des 3 chefs d'État veulent maintenant faire reconnaître l'alliance au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. Ça, c'est en partie chose faite parce que déjà il y a un couloir de communication entre l'AES et la CEDEAO, et au niveau régional, encore au niveau de l'Union africaine, pour faire savoir à l'Union africaine que désormais il faudrait compter sur 2 blocs au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la CEDEAO et l'AES, pas comme les autres régions où on a CEAC, où on a les régions du Nord, c'est-à-dire le Maghreb. Maintenant, et au niveau international aussi, au niveau de l'ONU, pour peut-être faire flotter le drapeau de l'AES à cette instance internationale. Donc, voilà entre autres des sujets discutés à Ouagadougou. Et le deuxième sommet aura lieu ici à Bamako du 22 au 23 décembre prochain. Et les 3 présidents seront ici à Bamako. Est-ce que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui sera le prochain président de la Confédération, ou est-ce que c'est Tchani? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais dans les coulisses, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est pressenti. On ne sait pas. D'abord, c'est un collège des chefs d'État qui va quand même décider qui sera le nouveau président de la Confédération, parce que tout peut basculer, parce que quelqu'un va dire je laisse, ou peut-être le général d'armée, comme il a bien géré la première partie, c'est-à-dire la première présidence, est-ce qu'on va le dire comme c'est un nouveau bébé, il faut le faire marcher d'abord avant de commencer à respecter les textes de la Confédération. Donc tout est ouvert à l'instant. Mais comme je le dis tantôt, logiquement, il va y avoir un changement à la tête de la Confédération. Le Mali peut-être va céder la place au Burkina ou au Niger. On le saura le 23 décembre prochain. Tout à fait. Merci beaucoup, Soulo. Ils ont à peu près dégagé presque des lignes de feuilles de route. Est-ce qu'à ce stade, on peut faire un état des lieux? Pas forcément un bilan, parce qu'on peut même en faire le bilan de la première année de gestion par le général Assimi Goïta en fonction des grandes lignes de cette feuille de route qui est dégagée. Est-ce qu'on peut faire un point, par exemple, sur le plan défense et sécurité, diplomatie et surtout développement? Oui, vous savez, bien sûr, c'est d'après tout ce que Soulo vient d'énumérer, vous savez déjà, l'alliance était d'abord basée sur les 3D, comme nous l'avons dit, défense, diplomatie et développement. Et quand vous voyez sur le plan de la diplomatie, déjà ces 3 pays parlent la même voix sur le plan de la diplomatie. Ces armées-là ont l'habitude de s'appuyer mutuellement, même si ça trouve déjà qu'il y a déjà l'armée unifiée de l'AES qui est déjà en gestation, où le Burkina il y a déjà 1 ou 2 contingents du Burkina qui sont déjà prêts à être déployés sur le terrain, même pour le Niger et pour le Mali. Donc ça veut dire sur le plan de la défense, il y a déjà du concret qui est là, puisque déjà ce qui concerne l'armée unifiée, elle est déjà opérationnelle, presque opérationnelle, je peux dire. Maintenant, sur le plan de développement aussi, je pense que ces pays-là sont à travailler concrètement, voir comment gérer les ressources ensemble, comment mettre la monnaie unique qui était en place. Je me rappelle déjà, lors d'une interview du président du Faso, la question lui a été posée, est-ce que dans les jours à venir, est-ce que l'AES quand même pourra créer sa propre monnaie? Il a dit les réflexions sont sur la table. Bon, comme vous savez, la création d'une monnaie aussi ne se dévoile pas du jour au lendemain. Donc ça veut dire que généralement peut-être il y a beaucoup de travail qui a été fait sur ce plan et les réflexions sont en cours. Donc par rapport aussi à la diplomatie, comme je vous ai dit, vous avez vu tout récemment aussi lors de leur réunion annuelle par rapport à la BCAO, là où la tête devait revenir au Burkina et que vraiment ça a créé des ping-pong. Il a fallu que ces 3 pays-là se retirent. Donc après plusieurs transactions,
la chose est revenue au Burkina, comme il le dit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être faites sur ces trois piliers-là. Surtout, quand vous prenez la diplomatie, je vous ai dit, le Mali aujourd'hui, le Burkina et le Niger parlent la même voix. Les communiqués, quand vous regardez, quand le Mali rédige un communiqué, quand vous regardez les différents télés nationaux, le communiqué qui est lié au Burkina, c'est ce même communiqué qui est lié au Mali, et c'est ce même communiqué qui est lié aujourd'hui au niveau du Niger. Quand il parle dans les instances internationales, vous avez vu un moment le Mali, quand le Niger a été empêché de parler au niveau des Nations Unies, le Mali a parlé au nom du Niger. Donc ça veut dire que sur le plan de diplomatie aussi, ces trois ministres des Affaires travaillent étroitement ensemble. Et Soule vient de le parler, même si ça trouve que la CEDEAO avait demandé à ce que l'AIS et la CEDEAO se parlent par rapport au divorce. Ça aussi, ils l'ont évoqué. Donc ça veut dire que les couloirs sont là. C'est juste voir maintenant comment, sur le plan diplomatique, comment ces trois pays-là pourront gérer avec ces instances-là internationales. Donc si vous prenez le bilan aujourd'hui, nous pouvons dire le bilan, ça veut dire elle est un peu reluisante, même s'il y a beaucoup de choses à faire, parce que par rapport à l'armée, puisque c'est ce qui nous a unis aujourd'hui, c'est sur le plan sécuritaire, déjà, sur ce plan, les lignes ont bougé, parce qu'avec l'armée unifiée, avec les différents contingents qui sont là, c'est bon. Maintenant, comment retrouver les ressources aussi, avec la banque de développement de l'AIS aussi qui devait être mise en place, je pense que tout est déjà fait pour que cette banque-là puisse être mise en place. Après, nous venons de dire encore par rapport aussi à la communication. Ouais, lors de cette dernière réunion, on parle de la création d'une télévision AIS et d'une radio AIS qui vont vraiment porter le narratif de ces trois pays-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est en train d'être fait pour que vraiment ces trois pays-là puissent aller de l'avant. Donc maintenant, ça serait, comme soudain, c'est une réunion préparatoire qui a été faite par les ministres des Affaires étrangères. Ils sont réunis, c'est juste préparer les éléments de langage, des pistes de solutions, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et soumettre au président maintenant lors du sommet, pour que maintenant le prochain qui viendra à la tête de l'AIS puisse savoir maintenant sur quel point son prédécesseur peut-être n'a pas pu encore aboutir, et maintenant sur quelle base ou sur quel pied ce dernier-là doit danser. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que cette réunion-là a eu lieu, parce que même avant la première réunion des chefs d'État à Niamey, je pense que les ministres des Affaires étrangères se sont vus, les ministres des Affaires étrangères se sont vus, le ministre des Défenses des différents pays se sont vus, les ministres de la Sécurité, tout dans tous les domaines, ils se sont rencontrés, vraiment essayer de dégager une feuille de route, vraiment qui peut faire que ces trois États-là puissent sortir de l'ornière. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire tout est religieux, mais les bases quand même sont jetées. Maintenant, peut-être la deuxième présidence, comme on le dit, est une continuité pour achever le reste. D'accord. Soulo, vous pensez aussi pareil? Vous trouvez que le bilan ou bien la situation doit faire un état des lieux? C'est assez reluisant. Voilà. Est-ce que les citoyens de l'AES touchent du doigt, par exemple, le développement tant dit dans cette feuille de route? Bon, il y a la volonté quand même qui est là, il faut le dire, il y a une volonté pour les trois chefs d'État d'unifier les voix, et comme Moussa l'a dit, c'est ça qui se passe sur la scène internationale aujourd'hui. Quand c'est Mali qui préside à la destinée, comme je disais tantôt, de l'AES, donc aujourd'hui dans toutes les rencontres internationales, régionales, c'est le Mali qui parle au nom des trois pays, et ça ce n'est pas rien, parce que c'est en quelque sorte les deux autres pays renoncent volontairement à leur droit à la parole ou leur souveraineté à cet exercice-là, en choisissant un seul pays de porter leur voix ensemble. Et secondo, c'est quand le Mali, à un moment donné, le Mali s'est trouvé sous l'embargo des djihadistes par rapport à l'importation des hydrocarbures. Et là aussi, vous avez vu que ces deux pays ont manifesté leur soutien à l'endroit du Mali. Par exemple, le Niger a quand même envoyé une 80aine de citernes pour soutenir l'État du Mali, avec ses propres soldats qui ont quand même, j'ai eu la chance d'être dans le convoi malgré moi-même, parce que quand le convoi est arrivé à Sikasso, de Sikasso à Bougouni, on a fait le même chemin et le même jour, et ça j'ai pu témoigner, j'ai pu voir que ce sont les soldats
sur le terrain, par la route, j'allais dire, la voie terrestre était occupée. Bien sûr, il y avait des éclaireurs de l'armée malienne et l'espace aérien était sécurisé par nos avions, mais les militaires nigériens étaient bien du convoi jusqu'à Bamako et les Maliens ont vu ces images-là. Donc le Burkina aussi, je crois, a emboîté le pas du Niger pour nous annoncer une centaine de citernes, je crois, qui sont en route pour Bamako. Donc quand on voit ces volontés d'entraider, parce que le Mali, ça a quand même commencé avec le Mali et le Burkina qui ont quand même sécurisé en quelque sorte le Niger d'une intervention de la CEDEAO. Tout est parti de là. Et aujourd'hui, comme bilan, ça peut être anodin des points de vue quotidiens des citoyens. Comme vous l'avez dit, sur le côté économie, est-ce que sur le plan économique, est-ce que les Maliens mangent à leur faim? Est-ce que les Nigériens mangent à leur faim? Est-ce que les Burkinabés mangent à leur faim? C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce plan, est-ce que aujourd'hui on peut dire que oui, mais on va vous parler qu'on est en guerre? Oui, on est en guerre parce que tout le monde sait qu'on est en guerre. Et quand on est en guerre, on se prépare en conséquence et on développe des stratégies, des mesures en conséquence pour que la population ne sente pas du plus dur possible cette guerre-là. Oui, mais souvent, ces mêmes populations, sachant qu'on est en guerre, ont demandé aussi des négociations avec entre les protagonistes. Donc ça aussi, c'est un fait. Bon, maintenant, sur le plan international, quand même, la Russie a reconnu le drapeau de l'AES. Diplomatie, ça c'est niveau diplomatie. Niveau développement, j'irai sur ma fin, bien sûr, comme vous l'aurez constaté. Je ne suis pas trop satisfait du bilan sur le plan développement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que une plus grande partie de l'économie part dans la défense et c'est normal parce que comme vous l'avez dit, on est en guerre. Donc maintenant sur le plan diplomatie, quand même il y a aujourd'hui l'AES est en bon terme avec la Turquie qui n'est pas rien, c'est un grand pays industriel en armement. Le premier partenaire qui est la Russie qui a reconnu officiellement le drapeau de l'AES, je crois qu'il a même planté ça sur son sol. Et la Chine qui a relevé aussi son partenariat au niveau stratégique avec certains pays de l'AES. Tout ça, c'est côté diplomatique. Donc, bien sûr que ce côté diplomatique, on a décrié ici que la diplomatie offensive qu'on mène vis-à-vis des autres partenaires que nos pays connaissent, c'est à peu près contre-productif parce que on sait que sur le plan développement, la Russie n'a rien apporté au Mali. Parce que, pas seulement au Mali, mais à ces trois pays. C'est vrai, elle nous vend. Bon, vendre quelque chose, c'est acheter aussi. Donc, on vous donne notre argent, vous nous donnez ce que vous avez. Ça fait pas un développement. Donc, maintenant, est-ce que comme l'USAID, comme France FD, comme d'autres structures China Aid, est-ce que notre la question est de savoir est-ce que la Russie nous aide sur le plan développement. Voilà. Donc, sur ce plan, remplir sur ce plan, elle est aux abonnés absents. Ça c'est très sûr. Tout le monde vous le dira. Donc, sur ce plan, je crois que la diplomatie doit aller au-delà de la Russie pour aller nous trouver des investisseurs, pour aller nous trouver des partenaires. C'est vrai, il faut respecter les principes édictés par les autorités, mais même quand vous dites voilà nos principes, mais il faut aussi savoir les vendre. Comment vous vendez vos principes? Donc il y a ça aussi. Donc il faut développer peut-être ce côté-là et peut-être on aura gain de cause. Sinon maintenant, le bilan est quand même mitigé en quelque sorte. À votre niveau, il est mitigé. Le ministre a quand même annoncé un prélèvement confédéral, sans trop rentrer dans les détails. Je pense que peut-être que ça va être en renfort à tout ce qui est au niveau du développement. Voilà, la banque d'investissement qui, très sous peu, voilà, à l'écouter son annonce d'ici fin décembre, elle sera pleinement effective. On attend de voir ça. Mais il y a aussi une question qui se pose, parce que 1 an de confédération,
C'est vrai, sur certains plans, défense, diplomatie, développement, on sent quand même des choses qui se mettent en place. Mais les citoyens, souvent, par rapport à la Confédération AES, est l'un des nerfs vraiment pour lutter contre la guerre imposée au niveau du Sahel est la monnaie. Et on n'a pas réellement grand mot, grande avancée sur cette monnaie. Moussa, à votre avis, un peu? Oui, vous savez, comme Soule l'a dit, moi, par rapport à notre diplomatie, nous l'avons dit, parce que tout ça, ça doit se mener sur le plan diplomatique. Parce que nous avons une diplomatie offensive aujourd'hui, puisque la Russie, qui est aujourd'hui le premier partenaire stratégique de ces trois pays-là, oui. Mais quand vous prenez la Russie dans l'histoire, oui, ils peuvent nous aider, mais sur le plan de développement, c'est rare de voir un pays où la Russie a vraiment contribué à son développement. Quand nous prenons aujourd'hui les centrales solaires qui nous ont été énoncées par les plus hautes autorités, il y avait le central nucléaire qui devait nous fournir de l'électricité, nous sommes restés sur notre fin. Ouais. Après, c'était les centrales solaires qui devaient nous produire le courant dans 3 mois, jusqu'à ce qu'on a vu même des experts russes qui sont venus. Après, qu'en est-il? Rien. Donc, il y a tellement de choses. Mais pour ajouter à cela le train qui tout ça, on nous a dit qu'il y a le train qui est... Le blé aussi avait été annoncé. Le blé. Donc, même le carburant a été annoncé lors de la crise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est dit la diplomatie avec la Russie, les relations avec la Russie, ça c'est purement, ça c'est au niveau de la côté de la défense. Parce que là, on a nos sous. Avec cette partenaire, Moscou nous livre les matériels dont nous avons besoin. Maintenant, comme nous sommes dans un pays en guerre où la population aussi vraiment est dans l'attente, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, au Mali, aujourd'hui, la crise énergétique fait que aujourd'hui, il y a des centaines d'entreprises qui sont en train de disparaître. À cause de cette crise énergétique, aujourd'hui, il y a encore cette crise de carburant qui vient s'ajouter. Aujourd'hui, avoir du gazole même pour fonctionner un groupe, c'est un problème. Donc, il y a tout ça qui est là. Donc, maintenant, comment on essaie de gérer? Donc, oui, nous avons des principes qui sont là, qui sont édictés par les chefs et par nos chefs d'État. Maintenant, ces principes-là, comment les valoriser auprès des partenaires pour convaincre les partenaires de venir investir? Ça, c'est un premier choix. Le deuxième choix dont vous avez dit, ça, c'est par rapport aussi à cette question de défense aujourd'hui qui a été même quand même le fils-boule quand même de l'union de ces trois pays-là. Parce que quand vous prenez la question du terrorisme, ça c'était au Mali, au Burkina et au Niger. Et c'est cette question qui a amené le déclic de ces trois pays, de ces trois présidents aussi, et de ces trois présidents dans ces différents pays-là. C'est à cause de cette question sécuritaire qu'ils ont été renversés par des militaires au pouvoir. Donc maintenant, les gens se demandaient, les hommes en armes sont arrivés au pouvoir, peut-être cette question sécuritaire. Le Mali seul, oui, peut-être c'était compliqué parce que là, le Mali... Là où je dis il y a une avancée, parce qu'avant le Mali peut-être dans ses opérations ne pouvait pas franchir la frontière du côté du Burkina. Donc ça veut dire ce qui faisait que les terroristes là avaient plusieurs manœuvres sur les champs. Ça veut dire qu'ils pouvaient rentrer au Burkina, faire un dégât et venir se réfugier au Mali. Comme ils pouvaient faire des dégâts du côté du Mali et aller se retrouver du côté de la frontière du Burkina. Et que l'armée malienne même dans les poursuites ne pouvait même pas transcender les frontières. Mais avec cette union, ce qui permet aujourd'hui que les vecteurs arrière burkinabés peuvent venir en appui aux militaires maliens en difficulté, comme ceux du Mali aussi peuvent entrer en action sur le Burkina le demande, indemne pour le Niger. Donc maintenant, ce qui peut nous décaler dans ça, je pense que leur proposition de trucs d'armée unifiée de l'AIS avec les différents contingents, donc ça veut dire qu'il faut que maintenant même les sous par rapport à l'équipement de ces militaires-là, il faut que d'abord nous arrivions à les financer. Maintenant, comment nous allons financer puisque les guerres-là, elles coûtent cher? Maintenant, avec quelles ressources nous allons financer toute cette guerre-là? Non seulement nous avons nos propres armées nationales qui sont là, qui sont obligées d'être équipées, entretenir. Pour créer une autre armée unifiée de l'AES de ces trois pays-là, ça veut dire encore, donc le budget va doubler. Maintenant, ce financement-là, où le trouver? C'est vrai que nous avons nos ressources minières qui sont là, comme on l'a dit, mais est-ce que ça seulement, ça serait suffisant? Maintenant, l'autre question que vous parlez de la taxation prélèvement confédéral. Le prélèvement confédéral. Maintenant, sur quelle base ces prélèvements vont s'effectuer? Déjà, puisque nous subissons déjà, nous avons déjà, ici, on nous coupe des 50 francs et des 25, des 75 sur nos Orange Money. On a du mal même à avoir de l'électricité, parce que c'était dédié à l'électricité, où on peine même à avoir de l'électricité, où on peine à savoir où vont ces fonds-là, parce que puisque à la base, c'était dit pour que les Maliens puissent avoir vraiment l'électricité. Même nous voyons, ces fonds-là sont débloqués, mais
C'est-à-dire la moitié part dans d'autres choses même que l'électricité. Parce que quand vous voyez ici, on vous parle de 52 milliards et que 6 milliards, 22 ont été donnés à l'énergie, ça veut dire le taux de l'énergie est peu dans ça. Maintenant, sur quelle base cette taxation confédérale-là va s'effectuer? Donc là, mais au Burkina aussi, je pense aussi, il y a cette même taxation aussi qui est là-bas, sur les produits comme la bière et trucs, qui est au Burkina, le Niger aussi avait commencé. Maintenant, cette taxation confédérale, je me demande sur quelle base elle va s'effectuer. Est-ce que ce sont ces mêmes taxes qu'on nous prélève ici, qui seront reconduites maintenant au niveau de la confédération, ou bien sur quelle base ils vont vraiment s'atteler? Et Tsoulo a dit quelque chose, vraiment, c'est-à-dire la souffrance de la population. Mais quand vous regardez aujourd'hui, c'est vrai que les États font beaucoup d'efforts pour soulager la population, mais la guerre aussi, elle coûte extrêmement cher pour un pays qui est pauvre comme le nôtre. Et si nous n'avons pas d'autres ressources, où nous avons vraiment combattu tout le monde, où ça a été inculqué à tout le monde quand les partenaires sont quand même nos ennemis, donc il va falloir que nous créons nos propres génies pour avoir les fonds pour pouvoir vraiment s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui, il a dit, aucun partenaire financier aujourd'hui, même si aujourd'hui, peut-être sur d'autres plans, il commence à venir, il y a beaucoup de partenaires qui sont partis, qui nous aident. L'aide au développement est coupée depuis en 2020. Ça veut dire que et ce budget d'aide au développement qui venait combler quand même le budget. Voilà, non, 2022, 2022, oui, depuis là. Voilà, donc elle n'est plus effective. Donc ça veut dire que cette aide qui venait pour combler le budget, donc nous sommes obligés de la chercher à notre niveau. Aujourd'hui, quels sont les partenaires stratégiques, comme vous le dites, qui sont prêts à venir nous aider? La Russie, nous l'avons dit, sur le plan de développement, je ne pense pas que peut-être actuellement, si nous pouvons compter sur la Russie, parce qu'elle mène une autre guerre contre l'OTAN. Donc elle a beaucoup de choses à s'occuper que de venir s'occuper d'abord du développement chez nous. Maintenant, peut-être le partenaire stratégique qui est au niveau de la défense, elle est frustrée. On a les armes que nous avons maintenant. Il faut que nous essayons maintenant d'orienter maintenant la diplomatie vers d'autres portefeuilles de développement, d'autres partenaires qui peuvent vraiment appuyer le Malien pour que vraiment ces difficultés dont nous traversons, nous puissions en sortir. D'accord, merci beaucoup par rapport à ça. La question de la monnaie, oui. Je crois que le problème qui se situe à ce niveau, il faut le savoir, on ne crée pas une monnaie, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, on ne crée pas une monnaie comme on crée peut-être une galette. Oui, c'est tout un mécanisme. Tout un mécanisme qui est là et arrimé avec quelle monnaie internationale. Parce que comme je dis, c'est pas parce que je peux créer une monnaie que s'il faut créer une monnaie comme au Zimbabwe et aller encore faire disparaître la monnaie et continuer à manger dollars ou euros, ça vraiment c'est vraiment pas nécessaire. Maintenant, là où on avait beaucoup peur pour nous autres qui sommes pas trop pour les sorties, parce que on n'est pas d'accord, on sort. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut rester dans le système, combattre le système de l'intérieur et non quand on sort, on vous ferme tout, vous ne voyez plus rien d'autre. Donc, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, Donc, aujourd'hui, grâce, je crois, à des discussions, à des échanges, comme Moussa l'a dit, au niveau de l'UEMOA, j'ai donné la présidence au Burkina Faso qui gère ça. Donc, si le Burkina Faso peut-être l'Alliance avait refusé de prendre la tête, disant que voilà, on a claqué la porte. Donc maintenant, on est en train de chercher les mécanismes et tout pour même sortir de l'UEMOA. Donc ça allait vraiment enclencher un processus, un mécanisme d'aller vers une création d'une monnaie AES qui pourrait s'appeler peut-être, je ne sais pas, AES comme le nom de l'AES, comme une monnaie. Mais toujours est-il que une monnaie est viable que lorsqu'elle est arrimée à une monnaie d'échange international. C'est pourquoi le franc CFA qu'on critique est arrimé à euro, parce qu'on se dit que l'euro est stable par rapport aux monnaies locales. Donc, que ce soit quand vous voyez aujourd'hui le Chili ou bien le Cedi ou le Naira, vous allez trouver que ce sont des monnaies qui sont arrimées à dollars. Donc, c'est parce que c'est le dollar qui est la monnaie qui est internationale. Donc, aujourd'hui,
si sur le plan politique, on n'est pas des mêmes connivences, on n'est pas des mèches avec ces grandes puissances, parce que tout ce qui vient de ces puissances-là, on est en train de botter en touche. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas leur demander de prendre la garantie de nos monnaies. Donc pour vous, en tant que le Mali est toujours un petit peu tiraillé avec... Politiquement, parce que tout est politique. La politique est liée avec l'économie. Il faut sur ce plan, pardon, je vais terminer dans une minute. Sur ce plan, il faut peut-être changer la politique qu'on est en train d'appliquer, la démarche politique qu'on est en train d'appliquer. Donc si on est en train de s'ouvrir au monde, je crois que c'est plus possible parce que les gens vont voir. C'est la confiance. Il faut avoir une confiance. Il faut avoir, parce que la confiance aussi, c'est à travers les paroles données, à travers le respect des paroles données. Et si quand on regarde, quand on fait une rétrospection, on va voir que beaucoup de discours, beaucoup de promesses qu'on a, nos trois pays ont tenu, ont pris, ils n'ont pas tenu. Donc alors que les investisseurs, les pays développés vraiment tiennent vraiment sur la confiance basée sur la parole donnée et la parole donnée qui est respectée. Donc si politiquement on commence à s'ouvrir au monde, je crois que ça va être plus facile. Mais aujourd'hui, on est en train de voir d'un seul œil et ce seul œil-là est dirigé vers la Russie. Donc je crois que ça va être très compliqué dans cette condition-là de créer une monnaie. Non, moi je pense est-ce que vous êtes d'accord? Non, moi je pense que peut-être c'est pas trop, peut-être elle est politique, oui. Mais elle aussi, il faut savoir que la monnaie doit s'adosser, comme vous l'avez dit, à des débits solides. Parce que ces monnaies-là sont adossées à des débits solides. Maintenant, c'est à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand vous parlez du franc CFA, c'est vrai, le franc CFA est stable parce que nos pays ont des devises. C'est surtout question de réserve. Des réserves. Maintenant, est-ce que nos trois pays-là ont des réserves qui peuvent vraiment permettre de stabiliser la monnaie et comme on le veut? C'est ça le problème, parce qu'il faut d'abord savoir les réserves que nous avons, sur quoi nous allons aujourd'hui endosser nos monnaies, la créature. Il ne faut pas qu'on crée une monnaie tout de suite et que cette monnaie soit dévalorisée, parce que nous l'avons vu, au Mali ça a été fait, après nous avons quitté le CFA, nous sommes revenus dans le CFA. Donc maintenant, c'est une réflexion qui est là. Donc maintenant, est-ce qu'aujourd'hui ces trois pays-là disposent aujourd'hui des ressources qui peuvent vraiment permettre de stabiliser la monnaie et surtout l'endosser pour que cette monnaie soit une monnaie concurrente sur le marché. Oui, donc, est-ce que vous entendez aussi ce discours qui a été porté en voulant une souveraineté totale? Et la souveraineté, ça a été voulu sur tous les plans. Oui. Ça a été, et on ne peut pas vouloir une souveraineté totale et ne pas avoir une souveraineté monétaire quand même. Oui, Fadima, c'est des étapes en fait. C'est pour ça que je dis, ça se repose sur la réflexion. Parce que je pense que par rapport à cette question monétaire, les ministres des Finances de ces différents pays-là ont siégé là-dessus, ont même travaillé sur les documents. C'est pour cela que je vous ai dit une fois que quand le journaliste a demandé au capitaine Ibrahim Traoré lors d'une interview, est-ce que dans les prochains jours, dans les prochains mois, les trois pays qui sont l'AIS comptent créer leur propre monnaie? Il a été très clair, il dit les critères de la création d'une monnaie. En ce moment, le contexte était que le Burkina, on avait refusé la présidence du Burkina. J'arrive. Il dit le contexte. Non, mais ça trouvait que la réflexion était là, même avant ça. Donc maintenant, après le refus on ne donne pas la présence au Burkina Faso, il a été très clair, dit la création d'une monnaie demande des réflexions. Et que les ministres ont travaillé là-dessus. Maintenant, c'est au chef d'État de voir maintenant les conditions de la création de cette monnaie. Et une monnaie, on ne la crée pas du jour au lendemain et qui ne va pas dévoiler des secrets ici. Donc, ça veut dire que la réflexion a été menée. Maintenant, est-ce que, par rapport à cette réflexion, est-ce que les documents que les différents ministres des Finances ont proposés, est-ce qu'aujourd'hui, ça permet à ces États-là de créer tout de suite une monnaie? C'est là où toute la question se pose. La grande question. Bon, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, nous ne sommes pas quand même au cœur de toutes ces discussions-là. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, selon moi, mon avis, si aujourd'hui les conditions permettaient à ces trois pays-là, aujourd'hui tout de suite, de créer une monnaie, j'étais sûr que quand ils ont refusé et la présence au Burkina, ces trois pays-là, comme d'habitude le faisant, ils allaient claquer la porte et dire, bon, à partir d'aujourd'hui, nous allons nous chercher et dès le mois prochain ou bien la semaine prochaine, nous allons chercher à créer notre monnaie. Mais quand vous voyez cette patience, ça veut dire que jusqu'à présent, peut-être c'est des réflexions maintenant, comment créer la monnaie. Et je sais qu'elle est à l'ordre du jour, peut-être
quand le vent serait favorable, peut-être là, on aura l'annonce. Les questions sur la faisabilité et autres et le poids de pouvoir Voilà, le poids, voilà. Moi, ça me pousse à vous demander, là, collègues sur la table, est-ce que on peut imaginer l'AES sur le long terme sans la monnaie de l'AES? Non, moi, je suis sûr et certain que ils sont en train de travailler. Mais comme je vous ai dit, tous ces 3 pays-là sont en guerre aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les ressources qui sont là, puisque la guerre, elle est budgétivore, parce qu'une guerre, là, quand même, ça coûte très cher. Donc, pour moi, peut-être le temps que tout ça se stabilise, ils ne vont pas se lancer dans cette monnaie-là. Parce que ces chefs d'État-là, comme je vous dis, ils tirent aussi les leçons du passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous retombions encore dans le passé. Parce que nous avons vu, nos pères ont essayé. Comment ça s'est fini? Parce que quand vous créez une monnaie et qu'elle n'est pas adossée à une monnaie forte, comme Soulé l'a dit, qui est compétitive sur le plan international, que les puissances, c'est eux encore qui sont là, qui sont en train de conquérir, si vous ne faites pas attention, à la sortie de cette monnaie, vous verrez que vous avez de l'argent, mais vous avez une monnaie, mais cette monnaie-là n'est pas assez puissante, n'est pas assez conquérantive sur le plan international. Donc, il y a tous ces aspects-là. Moi, je sais que peut-être ils sont en train de la réflexion se poursuit. Maintenant, quand le vent sera favorable, je sais qu'on ne serait pas surpris. Un beau jour, on va se lever et on va attendre d'aller échanger nos billets au billet de, comme peut-être qui va s'appeler l'AIS ou bien tout simplement. Aussi, je crois que la survie de l'AIS ne dépend pas de cette monnaie. La survie de l'AIS... Non, c'est pas question de survie, c'est d'imaginer sur le long terme l'AIS sans la monnaie. Oui, c'est long terme je parle, parce que ça, il faut le dire aujourd'hui clairement que l'AIS est très personnifié, très personnalisé à l'image des capitaine Ibrahim Traoré, à l'image du général d'armée Tchani, général d'armée Assimi Goïta. Donc ça, tellement ils ont personnifié l'AES que aujourd'hui, moi je crains fort que si un de ces 3 présidents allait à partir, est-ce que l'AES survivrait? C'est ça aussi, il faut poser ces questions. Ça n'a rien à voir avec la monnaie seulement. On peut aller vers la monnaie. Après, si politiquement, il y a un vent de changement au niveau du Mali ou du Burkina ou du Niger. Imaginons en fait. Et voilà. Oui, ce que je dis, parce qu'on ne peut pas rester comme ça quand même. Un jour, Tchani va dire, je vais organiser les élections. Quand il décide d'organiser les élections, comme le voudraient les principes démocratiques, ou le Mali, Assimi va dire, maintenant, je crois que, comme on a dit, on va aller vers les élections jusqu'à la pacification du pays, et je suis arrivé à pacifier le Mali. Donc maintenant, les voies d'aller vers les élections sont ouvertes, et je vous invite à aller vers les élections. Quand il le dira, et que quand Assimi il sera élu président, ou lui-même, personnellement, volontairement, il décide de ne plus le briguer mandat parce qu'il aura fait 5 ans, 10 ans, 20 ans au pouvoir. Donc, est-ce que l'AIS survivra? Donc, c'est ça aussi, il faut travailler à dépersonnaliser, à dépersonnifier l'AIS. De dire que l'idéologie de l'AIS, c'est vrai, ce sont des hommes qui le portent, mais ce ne sont pas ces hommes. C'est comme Thomas Sankara. Thomas Sankara, sa personne, le capitaine est décédé, il y a eu plusieurs Thomas Sankara. Donc, aujourd'hui, il faut faire de sorte que oui, ceux qui ont amené l'idée, c'est Assimi. Ceux qui ont amené l'idée, c'est Tchani. Ceux qui ont amené l'idée, c'est capitaine Ibrahim Traoré. Mais après capitaine Ibrahim Traoré, il y aura d'autres capitaines Ibrahim Traoré. Il y aura d'autres Assimi Goïta. Il y aura d'autres Tchani. Donc, tant qu'on ne va pas sur ça, que ce soit avec la monnaie, qu'on ait la monnaie aujourd'hui, que l'AIS, demain, que Dieu nous en préserve, il y a un bouleversement. Est-ce que l'AIS ainsi que sa monnaie, est-ce qu'ils vont survivre? C'est ça aussi, il faut voir à long terme. D'accord, Soulo. Il y a aussi une initiative qui est là, une initiative communicationnelle. Il s'agit de la probable télé de l'AES, radio de l'AES. Un petit peu de spéculation et de discussion à ce sujet. Vos petits regards. Ouais. Bon, vous savez, quand j'ai vu cette annonce, et surtout le recrutement, parce que quand vous regardez déjà 66 personnes qui seraient presque à peu près 66, parce que quand vous regardez la liste lancée au Mali pour les personnels qui doivent être recrutés pour la télé, moi je me demandais, à quoi va servir réellement cette télé de l'AES, et que chacun de ces 3 pays-là quand même ont une télé. Par exemple, il y a l'ORTM, il y a l'ORBT, il y a la télé au Niger.
Maintenant, quel serait le rôle de ces télés-là? Puisque eux-mêmes, dans la communication, ils disent que c'est pour porter la voix, vraiment, les narratifs de ces trois pays-là. Et puisque la narration de ces trois pays-là sont déjà portés par nos télés, parce que déjà, dans le JT de 20h de l'ORTM, déjà, il y a une page qui est dédiée, consacrée à l'AIS. Quand vous regardez la télé du Burkina Faso, il y a un chapitre qui est dédié, qui est consacré à l'information AIS. Au Niger, pareil. Maintenant, quelle sera... Est-ce que cette télé qui va être créée sera quand même une télé qui va annoncer la mort et la belle mort des différentes télés nationaux? C'est la question que je me pose, parce que là, comment ils vont pouvoir gérer avec les différentes télés nationaux qui sont là? Puisque s'il y a une télé AIS aujourd'hui, ça veut dire qu'elle va se consacrer maintenant à l'information. L'information qui considère le Mali, le Burkina et le Niger. Bon, l'ORTM, c'est la même chose. La RVT, c'est la même chose. Et le Niger aussi, leur télé nationale, c'est la même chose. Maintenant, est-ce que ça serait deux télés qui vont faire la même chose? Ou bien, c'est dire que, bon, directement, peut-être, la télé va se consacrer uniquement peut-être des questions de défense et de sécurité de l'AIS, ou bien, elle va se consacrer seulement à casser les narratifs qui consistent vraiment aujourd'hui à mystifier ces trois pays-là. Ce sont des grandes questions quelle sera la ligne éditoriale, je veux dire, de cette télévision-là qui va se créer? Maintenant, là, est-ce que la cohabitation, elle serait facile ou pas? Ça, c'est la grande question aussi qu'il faut se poser au moment où, au Mali, nous parlons de journalisme et de communication qui fait du bruit. Et là, je pense que ça va tirer encore plus loin. Moi, bon, je me demande... là, il faut que... Moi, je pensais que peut-être il fallait renforcer peut-être la capacité opérationnelle de différents télés nationaux, comme nous avons l'habitude de le faire. Bon, que de créer une autre télé, peut-être AIS. Bon, comme le Mali en a déjà fait l'expérience, où nous avons créé télévision Fama, radio Fama. Bon, maintenant, je ne sais pas. Oui, je crois qu'à ce niveau, le souci qui va se poser, c'est au niveau moyen. Parce que si aujourd'hui, on voit que les télévisions, comme Moussa l'a dit, les télévisions nationales, les trois télévisions nationales n'arrivent pas peut-être au goût des autorités de ces trois pays à combler le vide, ce qui veut dire que c'est un manque de moyens. Est-ce qu'au lieu d'aller créer une autre chaîne qui va parler sur les trois pays, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme Moussa l'a dit, renforcer ces trois chaînes-là, ces trois chaînes nationales qui sont là aujourd'hui comme des outils de communication? Comment? En personnel, comment? En moyens techniques, comment? Il faut faire de sorte que, comme nous recevons les chaînes internationales d'information continue, qu'il y ait que nos chaînes aussi s'exportent, se vendent à l'international. Et comment? Par exemple, vous ne pouvez pas être une chaîne, vous pouvez pas vouloir vendre tout ce que vous faites, vos actions à l'international en parlant bambara, en parlant germain, en parlant mossi, parce que ça revient à adresser à vos concitoyens qui sont peut-être en France, qui sont peut-être aux États-Unis, mais pas à d'autres interlocuteurs. Aujourd'hui, ces chaînes internationales dont on critique communiquent dans une langue qu'on comprend. C'est pourquoi on les comprend, c'est pourquoi on les critique. Si par exemple, qui a critiqué une info venant de la Chine en chinois? Qui a critiqué une info venant du Japon en japonais? Donc, parce que peut-être même ils peuvent dire pire que ce que les chaînes occidentales disent, mais comme on ne le comprend pas, c'est pas adressé à nous. Donc, si nous on a une chaîne télé, une radio télé qui va parler que dans nos langues locales, et c'est les deux réunis, leur portée s'arrête à l'AIS, ça ne vaut pas la peine. Il faut peut-être créer une chaîne à l'image de BBC, à l'image de France 24, à l'image de CNN, les grandes chaînes qu'on retrouve partout. Al Jazeera, on trouve partout. Et pour cela, il faut des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que on en avait parlé avant de prendre l'antenne, que les gens investissent beaucoup dans les radios, dans les télés, pensant qu'il y aura des retours conséquents. Et très généralement, il n'y a pas de retours conséquents. Les retours que vous avez, c'est vraiment de vendre vos images et de dire que vous existez. Et aujourd'hui, est-ce que
ces autorités, comme Moussa l'a dit, regarder le budget de la défense et dire oui, on est en guerre avec les terroristes, avec les djihadistes, il faut beaucoup de moyens. Et maintenant, on est en guerre communicationnelle. Est-ce qu'ils vont balancer la balance pour pouvoir le faire? Parce que en même temps, la guerre sur le terrain de djihadisme, terrorisme, elle est très importante, très primordiale, très cruciale. Au même moment, la guerre communicationnelle, elle aussi, elle fait des ravages. Parce que c'est là-bas où on fait le lavage des cerveaux, c'est là-bas où on convainc, c'est là-bas où on vous salit. Donc, du coup, aujourd'hui, l'idée que moi, je me dis, est-ce que ces États sont prêts à faire? Parce que vu l'état dans lequel les télévisions nationales sont, bon. Justement, c'est ce que j'allais dire. Hein. Les gens se disent, au lieu d'aller créer une autre nouvelle qu'il va falloir mettre en place et tout ça, pourtant, nos pays ont des télés privées sur lesquelles ils auraient pu compter pour pouvoir se renforcer davantage et puis faire cette guerre informationnelle, mais c'est pas le cas. Et voilà, Moussa, peut-être 2 mots là-dessus avant qu'on... que le temps ne nous fasse défaut. Vous savez, c'est ce qui a été décrit. Parce que au moment où on demande à la presse, c'est pour cela que je dis parfois, je ne sais pas comment nos autorités là, parfois comment ils arrivent à procéder. Au moment où vous dites que le pays est attaqué, au moment où vous voulez que les citoyens arrivent à faire la communication pour l'État, mais vous ne vous demandez pas combien ces États-là mettent en possession de ces presses-là, de ces journalistes-là, pour faire le boulot. Mais un journaliste qui n'arrive même pas, une chaîne, ou vous avez qui n'arrive même pas à avoir le prix de son fonctionnement, vous voulez qu'il fasse la communication pour l'État. Alors que celui dont vous voulez qu'il combat a tous les moyens. C'est comme quand tu veux envoyer sous le tissu dans un champ, tu l'équipes d'un tracteur moderne pour cultiver, et moi tu m'amènes dans ce même champ avec une daba. Est-ce que le rendement peut être le même? Non. Donc, c'est ce problème-là que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, la presse malienne, elle est délaissée, comme on l'avait dit. Vous-même, vous le savez, le président de la maison de la presse a dit, ça fait combien d'années que même cette aide à la presse qui était mise en place, qui pouvait même aider ces relations à survenir, ils arrivent même à les gérer. Mais au même moment, on veut que nous concurrencions ces différentes chaînes qui sont bien équipées, bien entretenues. Mais ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense que même, comme Soulé l'a dit, c'est-à-dire pour une chaîne, pour casser le narratif, il faut que d'abord ces citoyens-là soient équipés, soient vraiment équipés et mis vraiment dans tous leurs droits. En fait, les mettre à l'aise pour faire le boulot. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, si, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, si la presse est privée aujourd'hui, avec toutes ces chaînes privées aujourd'hui au Mali, si ces chaînes-là étaient vraiment équipées ou bien qui... au moins quelque chose pour renforcer. Pour renforcer ou bien avec une bonne entente avec l'État, aujourd'hui, tous ces débats-là n'allaient pas se passer. Mais même aujourd'hui, pour avoir une information officielle, aujourd'hui, ça coûte tout un problème au Mali. Donc, ce qui fait que le travail devient extrêmement difficile. C'est pour cela que je dis, malgré que l'État met tous ses moyens au niveau de nos chaînes nationales, nous voyons quand même le rendement. Parfois, vous voyez ce ping-pong qui se passe même pour certains vidéastes contre la chaîne nationale. Donc, ça veut dire qu'il y a un malaise. Quand vous voyez des vidéastes qui se substituent à la chaîne nationale pour dire c'est nous qui sommes le porte-voix du pays et que la chaîne nationale n'arrive pas à porter. Et que ce sont ces voix-là qui en plus, et raison encore sur la chaîne nationale, c'est qu'il y a problème. Donc, je pense qu'il faut qu'on change des fusils d'épaule, vraiment laisser les professionnels faire ce métier-là, les confier. C'est vrai, je ne sais pas contre peut-être ceux qui sont sur les voies, ils ont leur réseau, ils ont leurs canaux, ils savent comment communiquer, mais pour moi, aujourd'hui, il faut que les chaînes nationales soient renforcées en termes d'équipement, en termes de personnel, comme il a dit, en termes de ressources et en termes d'information pour pouvoir mener cette guerre-là. Sinon, vraiment, même... Rien que de la formation, seulement, ça peut déjà être quelque chose. D'accord, merci beaucoup. On va aller à nos sujets au niveau de la région. On va aller en Guinée-Bissau où il a eu un coup d'État, on pourra le qualifier, je ne sais pas comment, qui a eu lieu le 26 novembre dernier. Excusez-moi d'avoir ce petit, parce que ça a été un peu... Moussa, Goodluck Jonathan, qui était dans le pays au moment des faits, a qualifié d'un coup d'État cérémoniel, et Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a qualifié d'une combine. Donc les mots sont là. Et
Ça, ce sont les mots, mais dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le dire, le pays a voté, je crois, Le 23. le 23 novembre pour les élections présidentielles. Il y avait deux candidats favoris, le président sortant Umaru Sissoko Embalo et son concurrent ou son challenger qui était Domingos Pereira. Domingo Dias, j'allais dire. Les deux ont revendiqué rapidement la victoire. Surprise parce que ils ont disqualifié le premier parti du pays, le parti historique du pays, parce que oui, ils ont accusé le candidat de venir en retard, de déposer son dossier en retard, alors qu'il y avait 2-3 jours qui restaient même selon dans le délai officiel annoncé par le Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez que déjà, le gars, il avait préparé le terrain parce que en Afrique, très souvent, les présidents sortants et même ceux qui choisissent leurs candidats, leurs challengers. Donc, il avait fait et il a vu que vraiment, réellement, son challenger l'avait battu. C'est ça qu'on peut imaginer parce que après, comment on vous prend dans votre bureau où vous avez votre téléphone, c'est vous qui annoncez, vous appelez un média pour dire que non, je suis arrêté. On m'a fait coup d'état. Après, vous allez dans une autre chaîne pour dire oui, je vous explique comment le coup d'état s'est passé. Moi, j'étais dans mon bureau tranquille, les militaires sont venus, ils m'ont arrêté sans bruit. Non, je leur ai dit il faut tirer sur le mur 2 coups de canon pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Effectivement, quand il y a un coup de fusil boum boum à la présidence, c'est là où, dans les vidéos que moi j'ai pu voir, les gens ont commencé à paniquer, à courir par-ci par-là, et ils ont laissé des gens sortir avec des pick-up civils, des militaires avec des pick-up civils pour sillonner dans la ville pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Et au même moment, le président a renversé. Lui-même qui dit oui, je vous confirme que j'ai été destitué. Et de deux, il donne des noms. Parmi ces noms, il y a le chef de l'armée. Le chef de l'armée, c'est qui? Vous savez, c'est le général Horta Ntam. Qui est le général Horta Ntam? C'est l'actuel président de la transition. Donc, vous voyez que c'est comme un jeu d'enfant, en fait. C'est comme un jeu d'enfant. C'est très facile de faire gommer ça au monde entier que c'est un coup d'État. Vous dites, vous avez été arrêté avec votre chef militaire. Et le chef militaire, 2 jours, le 28, il a prêté serment. 2 jours après, c'est lui qui sort pour être... le coup d'État est fait 26, 27, il prête serment. 28, il nomme. Toi, le président a renversé son directeur de campagne, son ancien ministre de l'économie et des finances comme premier ministre. Donc, vous voyez que c'est pas nous. Ça a été assez évident. C'est très flagrant comme coup d'État pour croire que c'est un coup d'État. D'accord, merci beaucoup. Moussa, par rapport à ce coup d'État-là, voilà. Moi, je dirais que... Il n'a pas condamné, hein, ça non, aussi, il faut le dire. Il n'a pas du tout condamné le coup d'État. Moi, je ne parlerai pas d'un coup d'État. Moi, je dirais que Embalo a fait coup d'État à Embalo, en fait. Embalo a orchestré son propre coup d'État, sachant qu'il a perdu les élections. Donc, peut-être si son procédé venait, comme vous savez, dans nos différents pays, nos chefs d'État, quand ils sont au pouvoir, peut-être il y a de ces choses, puisque nous entendons beaucoup de choses sur ce président-là. Est-ce que ce ne sera pas le moment vraiment de détailler peut-être tous ces failles dans la gouvernance et tout. Donc, voyant qu'il a perdu, donc il a orchestré son propre coup d'État, d'après, comment dire, Soulo l'a dit, parce que déjà, le Goodluck du Mali, quand même, l'ami des Maliens, a dit, avec son chapeau, toujours, il a dit que ce coup d'État a été écorché par Embalo lui-même. Parce que, comme Soulo l'a dit, moi, je ne peux pas comprendre. Un président qui a été arrêté, arrive à donner une interview en vidéoconférence avec une autre chaîne, directement assis dans son bureau. Il dit clairement que oui, lui, il est là, il est tranquille, il est quelque part tranquille, et que vraiment tout se passe bien. Donc ça veut dire que ça ne va pas. Parce qu'un coup d'État ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous ne prenez pas le téléphone du président. 2 jours après, le président sort à bord d'un jet directement sur le Sénégal, où il attend la sortie du Premier ministre furieux qui dit, bon, ça c'est une conduite, il faut que les résultats soient annoncés. Il change de destination encore parce qu'il voit que là, le vent n'est pas trop favorable.
il change de direction, il part se retrouver dans un autre pays, aisément, tranquille, avec tout ça. Comme Soulou l'a dit, il quitte, il part dans une autre ville, là, il est là, le nouveau président qui vient, le président n'est pas condamné, n'est pas recherché, ni rien. Les affaires courantes continuent comme ça. Donc, ça veut dire que le président, non seulement lui-même a fait un autre coup d'État, parce qu'il s'est permis qu'on le renverse, pour amener un de ses dauphins peut-être qu'il maîtrise, maintenant qui va gérer le pays. Maintenant, on est en Afrique, après exil de 1 année, 2 ans peut-être, si on doit réorganiser les élections encore, peut-être il va revenir en favori encore, on ne sait pas. Sinon, vraiment, cette affaire de renversement, on peut le dire, moi, je n'ai pas cru, parce que même pour le Mali qui a été facile, où moi et Souvelo nous sommes battus au niveau du ministère de la Défense ici, au moins, là-bas, le Premier ministre, les gens même se sont dit comment le président et le Premier ministre peuvent se retrouver dans la même concession et qu'on les conduise ensemble à Kati. Mais là, même là, le président n'a pas eu à communiquer. Même quand la CEDEAO est venue, et Soulou était là, au niveau du ministère de la Défense, il nous a fallu de 7h jusqu'à 11h pour qu'il puisse tomber d'accord, pour que la délégation de la CEDEAO puisse aller d'abord voir le président s'il est en bonne santé. Mais tout ça, rien. Et la CEDEAO aussi, ses émissaires sont pris en otage. Parce que ceux qui étaient partis au nord de la CEDEAO ont été pris en otage. Les gouttes, les trucs ont été pris en otage. Donc, vous voyez tellement, le scénario est tellement beau qu'on se retrouve dans un film de cow-boy, quoi. C'est-à-dire où le président orchestre lui-même son arrestation, il met son dauphin, il sort tout bonnement et il va continuer sa belle vie sans être inquiété. Voilà nos pays. Voilà comment sont dirigés nos pays. Et bon, maintenant, puisque c'est un coup d'État... Justement, ça démontre quoi? Ça démontre un nouveau procédé aujourd'hui qui est semi-normal, non formal, braquage, Fadima, processus électoral. On va en avoir beaucoup de ces genres de braquages. Exactement. Le Gabon l'a fait. Même le Togo. Fadima, on avait dit ça dans tous les pays. Même Trump a essayé. Donald Trump, dans la démocratie la plus stricte du monde, avait essayé. Aujourd'hui, l'ancien président Bolsonaro au Brésil est en prison parce qu'il a essayé lui aussi. Donc aujourd'hui, on a un nouveau type d'acteur politique qui vient au pouvoir, qui ne sait pas céder ou qui fait comme... Bon, peut-être que je vais partir, mais je vais tout gâter avant de partir. Donc, c'est vraiment un nouveau procédé, comme vous l'avez dit, et ça a commencé dans les années 2020, tout récemment. C'était pas comme ça auparavant. Donc, il faut vraiment voir aujourd'hui. On peut parler des journalistes qui doivent communiquer, qui doivent faire ceci, qui doivent faire cela, mais on peut voir aussi ces failles-là dans toutes les autres corporations et ça ne va pas. Donc aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui a perdu, qui a dirigé son pays, qui a fait un coup d'État, parce que c'est un ancien position, qui a dirigé après par des élections son pays, sachant qu'il était... Il devait être à tête de son pays s'il avait bien fait le job et reconnaître sa défaite. Même si son dauphin, enfin son successeur allait venir, peut-être avait quelques dents contre lui, du fait qu'il reconnaîtrait volontiers sa défaite, ça allait apaiser beaucoup de choses. Peut-être même l'Union africaine, Macky Sall, quand il est sorti directement, quand il est parti du pouvoir directement, on l'a tendu des postes. C'est comme ça. Il devait avoir beaucoup plus de respect que de cette façon-là. Vous ne pouvez pas, comme Moussa l'a dit, être victime d'un coup d'État. Et c'est vous qui appelez les journalistes pour donner vos positions, pour donner toutes les informations par rapport à votre arrestation. Surtout un pays connu comme en Guinée. En Guinée-Bissau, très généralement, les coups d'État se soldent par la mort du président. Ce n'est pas comme ça se passe un coup d'État. Si c'est au Mali, bon, on a dans nos cultures de coups d'État, on ne tue pas les présidents. Ça, c'est fait. Mais Guinée-Bissau qui est connu pour avoir tué des présidents lors des coups d'État. Donc ça, ce qui s'est passé, c'est vraiment un truc hollywoodien. Un genre d'hold-up. Et aujourd'hui, cette tendance dont vous venez de faire cas, c'est vraiment inquiétant. Et il faut peut-être, dans les écoles de politique, il faut commencer à réformater. On peut penser que ça va faire un effet boule de neige, un petit peu en Afrique, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça devient la norme. Madagascar... et tout, ça prolifère. Moi, je vais dire aux politiques qu'ils acceptent d'écouter leurs femmes, en fait.
Je pense que c'est la seule chose. Parce que là, Ambalo l'avait dit, sa femme l'a dit, s'il veut sortir, il ne devrait pas briguer un second mandat. Peut-être là, il n'a pas écouté sa femme, il est parti. Bon, Ado, à un moment, avait dit, voilà, il n'allait pas briguer, bon, après, mais il est venu la briguer, pardon. Ça soldait vraiment à des tiraillements. Jusqu'à présent, on ne sait même pas bon pour eux quand est-ce qu'on va finir. Je pense que maintenant, les présidents africains, surtout les politiques là, il faut qu'ils aillent maintenant attendre une oreille attentive vraiment à leur épouse. Parce que des fois, les femmes, on l'analyse objectif de la... Non, ça fait rire, mais parfois, c'est-à-dire les épouses, vous savez, une femme, c'est quelqu'un qui sait analyser les faits, qui sait voir, parce qu'ils fréquentent beaucoup de choses. Ils comprennent beaucoup de choses à travers peut-être les paroles des copines, des trucs, tout ça, des fréquentations. Ils comprennent beaucoup de... Ils savent vraiment, ils savent calculer la direction des vents. Et généralement, vous verrez que tous nos politiques qui sont tombés sous des coups d'État, soit les femmes les ont avertis de ne pas partir, ou bien c'est les femmes qui les ont aidés. Merci beaucoup. Donc je pense que maintenant, il faut qu'ils arrivent à écouter on espère que les femmes prendront plus de place par rapport à ça. En tout cas, c'est un braquage, c'est un braquage de pouvoir. Processus électoral. C'est un braquage de pouvoir. Braquage de et pouvoir. Le commissaire électoral qui dit ne peut pas pouvoir proclamer en mesure de proclamer les résultats. Parce que les militaires ont tiré sur le système qui centralisait les résultats. On est parti pour une année de transition. Et surtout le motif annoncé par les militaires. Les militaires, le haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre, ils ont dit, voilà, c'est parce qu'il y avait un baron, ils ont dit qu'il y avait un baron qui voulait déstabiliser le pays. Ce pays aussi est connu quand même en Afrique de l'Ouest comme une plaque tournante de trafic de drogue, ça aussi il faut le signaler, et beaucoup d'officiers supérieurs, des hommes politiques puissants. C'est un motif annoncé, mais en réalité, le problème était là bien avant, en ballot, donc c'est pas en une journée ou en une année qu'ils vont carrément pouvoir éradiquer tout ça. D'accord, merci beaucoup, on va regarder de très près, on va essayer de savoir surtout qu'est-ce que la CEDEAO dira par rapport à ça. Donc elle se trouve impuissante par rapport à ce fait-là pour la Guinée-Bissau. On va à notre deuxième sujet région, c'est tout près à côté, c'est en République de Guinée, les élections présidentielles qui s'annoncent très prochainement pour le 28 décembre et je crois bien que le président de la transition est candidat. Et oui, effectivement pour la Guinée aussi, nous craignons pour ces élections. Nous osons espérer que peut-être ces élections-là aussi vont bien se passer parce que là, nous voyons déjà dans certaines localités de la Guinée comme les Sigri et trucs là, les émeutes ont commencé à s'éclater dans ces zones-là où des manifestations courantes quand même chaque semaine où des gens commencent à descendre dans la rue pour protester. Bon, moi je pense que déjà c'est compliqué parce que là, on arrête un président qui veut briguer un troisième mandat et là on crée une constitution qui ne limite même pas le nombre de mandats. Là, ça devient compliqué. Bon, dans un pays où nous savons généralement, comme on vient de le dire, où quand tu as le système, et quand tu es dans le système, tu as l'appareil de l'État, il est compliqué pour toi vraiment d'organiser les élections et de la perdre. Et généralement, c'est comme ça, parce que nous avons eu le cas du Cameroun, où on annonçait quand même l'opposant arrivé en tête, à moins d'une journée, quand même la tendance s'est renversée. Donc c'est compliqué, surtout en Afrique, vraiment, d'avoir un système solide qui permet quand même à visu, pour dire que tout de suite, après les élections, dès la fermeture des bureaux, on a les résultats comme on a l'habitude de le voir. Peut-être il y a d'autres systèmes comme le Ghana, je pense que le Ghana, le Sénégal, ils sont beaucoup avancés dans ce système-là. Mais aujourd'hui en Guinée, voir aujourd'hui le général organiser des élections, mais alors que, comme Soule l'a dit, les officiers supérieurs, quand on trahit sa parole, bon, ça devient inquiétant. Parce que dès la première prise de pouvoir, il avait tellement clairement dit qu'ils sont venus pour stabiliser et mettre la Guinée sur les rails. Et juste après, ils ne seront pas candidats. Mais bon, ça c'est les mots de tout un chacun quand ils prennent le pouvoir. Mais quand ils goûtent maintenant les privilèges du pouvoir, ils goûtent maintenant tout ce qui se trouve là-dedans, maintenant s'en débarrasser, ça devient très compliqué. Alors que pourtant, des fois, leur salut vient de ça, en fait. Parce que tu viens où tu es fraîchement venu, tout le monde te voit en héros, en sauveur. Tu fais ton temps, plus de 6 mois, comme l'a dit Soulou, à Tité. Tu viens, tu fais ton temps, juste, tu finis, tu passes le pouvoir, tu pars te consacrer, tu pars te former encore en politique. Parce que, généralement,
quand vous quittez ces postes-là, vous ne pouvez plus retourner en caserne comme c'est en Afrique. Le boulot dont tu fais, tu ne peux plus y retourner. Tu as des privilèges d'anciens présidents, tout ça. Donc, d'autres parties, comme a été d'affaires, se former encore en politique et revenir encore et essayer de diriger le pays. Bon, généralement, c'est rare de voir ceux qui viennent en armes prendre le pouvoir et dès leur arrivée, c'est pour dire que nous sommes venus mettre de l'ordre et rendre le pouvoir aux civils. Et maintenant, c'est lors de rendre le pouvoir aux civils que ça devient très compliqué parce que c'est pas, cette mécanisme n'arrive pas à le faire. Quand vous prenez, il y a beaucoup de pays, même la Côte d'Ivoire, quand vous prenez l'arrivée de Robert Gueye, c'était la même chose, c'était de faire une transition après remettre le pouvoir aux civils. Ça s'est soldé par quoi, on le sait. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, je pense que ces élections-là, elles pourront se passer, mais c'est qu'elles vont se passer encore comme nous le savons. On peut dire que, pas que ce soit le cas de Dadis, qui était venu aussi, c'est la même chose, nous avons vu comment ça s'est soldé. Et déjà, les effets commencent parce qu'avec les manifestations dans certaines villes de la Guinée, je pense que ça va donner du fil à tordre vraiment au général. Bon, nous prions Dieu pour que tout se passe bien. Solo, la Guinée, est-ce que c'est pas concrètement une volonté? Parce que peut-être aussi que Doumbia a été un peu lassé d'être toujours sous cette appellation de président de la transition. Et puis, il fallait quand même quelque part arriver aux élections. Pour lui, c'est l'essentiel, c'est d'arriver aux élections. Maintenant, la manière, la forme et tout, on peut évidemment être à se poser des questions là-dessus. Donald Trump avait dit, quand il a été battu par Joe Biden, qu'il avait gagné les élections. C'est normal. Et comme je l'avais dit, au Brésil, c'est pareil. Aujourd'hui, Mamadi Doumbia, le 28 décembre prochain, il sera face aux Guinéens. Et d'après ce qu'on voit sur les images, bon, là-bas aussi, c'est quand même le média aujourd'hui qui émet. C'est un média qui soutient Doumbia, sinon vous n'allez pas vous émettre. Donc ça aussi, c'est compliqué. Mais quand même, aller vers les élections, c'est mieux que rester dans ce cadre-là où prolonger, vous allez créer une situation que vous n'allez plus maîtriser. Si vous êtes sous l'ordre constitutionnel, là déjà les textes du pays même vous donnent une certaine garantie d'être l'homme le plus protégé, l'homme le chef suprême des armées, tout ce que vous voyez comme titre. Mais maintenant, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, lassé par est-ce que je suis toujours président de la transition, et alors que j'ai la chance d'être président, parce qu'il a écarté quand même, aujourd'hui il est candidat face à 8 autres candidats, et parmi tous ces candidats, peut-être les Guinéens le connaissent, nous parmi les 9 candidats, c'est le seul Mamadi Doumbia que moi personnellement je connais, les autres je ne les connaissais pas, parce que j'attendais à voir les Sidia Touré, les Céline Galen, Diallo, ou même peut-être accepter son ancien patron qui est Alpha Condé, tout ça, mais tout ça n'est pas, il a écarté tous les poids lourds. Même Toumba Diakité a été écarté. Voilà, donc tous les poids lourds de la présidence. Donc du coup, aujourd'hui, Mamadi Doumbia, il a un boulevard devant lui, mais j'étais dans un pays avec des Guinéens tout récemment, il me disait que bon, maintenant qu'il va plus être le commandant suprême des forces spéciales, parce que vous savez qu'en Guinée, il est le commandant des forces spéciales qui lui ont conduit à cette présidence, et jusqu'à présent ce sont ces gens-là qui, vous m'avez envoyé une vidéo, je ne sais pas, à un moment donné où voilà, ces gens-là étaient plus nombreux même que les Konakrika, donc vous avez vu. Donc du coup, il y a aussi une faiblesse qu'il va avoir, parce que quand il sera président, peut-être qu'il ne sera plus chef d'un bataillon des forces spéciales, mais de toutes les autres forces. Donc, chef suprême des armées, c'est-à-dire toutes les autres forces. Aujourd'hui, il est chef suprême des armées, mais il a sa tunique de force spéciale. Oui. Donc, et il va être civil. C'est ça aussi qui est marrant, il va être civil. Est-ce que Mamadi Doumbia civil va être différent de Mamadi Doumbia général? Est-ce que les militaires vont lui, ce respect qu'il a aujourd'hui, cette crainte qu'ils ont pour lui aujourd'hui, est-ce qu'ils vont avoir la même chose pour lui? Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut compter. Mais moi, je suis quand même très, très content qu'il ait
pris l'initiative d'aller vers des élections pour légitimer son pouvoir. Peut-être il peut perdre, on ne sait jamais. Mais quand même, il a osé, parce que c'est ça qu'on a voulu. On a dit, c'est ça qu'on a dit à Assimi. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être président par les urnes, parce que les Maliens vous aiment. Ibé, pareil. Tchani, pareil. Organisez les élections, légalisez votre pouvoir, légitimer votre pouvoir par les urnes, et vous êtes président constitutionnel. C'est ça qu'on a voulu. Bon, le Brice Oligui Nguema a fait. Lors de son investiture, il a passé le flambeau à Doumbia. Doumbia, aujourd'hui, va le faire le 28 décembre prochain. Peut-être que lors de son investiture, il va inviter Assimi Goïta pour lui passer le flambeau. On va voir. On espère quand même. En tout cas, l'impératif, c'est de sortir de cette période de transition. Moi, je me dis, moi, je ne suis pas trop, peut-être, ce que Soulou dit, peut-être les privilèges, mais aujourd'hui, toutes ces appellations que ces politiques-là ont, aujourd'hui, nos présidents sont appelés, ils sont chefs suprêmes des armées, chefs suprêmes de la magistrature, mais ces appellations-là, ils l'ont. Mais alors que, même si la Constitution dit autrement, mais la Constitution les octroie, le fait déjà qu'un président, comme tu le dis, parce que la Constitution dit, seul le président de la République, ça veut dire le président élu démocratiquement, doit prêter serment au niveau de la Cour suprême. Et si ce président déjà qui vient, qui renverse un peu, qui n'est pas passé par les autres, et qu'on accepte qu'il prête serment, non, j'arrive, je dis qui accepte, qu'on accepte déjà qu'il prête serment, ça veut dire que tout ce que la Constitution doit à celui qui est élu, il a bénéficié. Il a tous les privilèges. Pour moi, aujourd'hui, peut-être s'il n'avait pas prêté serment, et comme les autres présidents élus le prêtaient, là, nous pouvons dire, mais déjà, il a prêté serment au même titre que celui qui est élu. Donc, ça veut dire qu'il bénéficie maintenant de tous ces privilèges-là. Maintenant, l'appellation dont vous dites, nous savons, c'est gymnastique. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui le président du Burkina, par exemple, c'est le président du Faso. Oui, mais la différence, c'est la tenue. Il ne peut plus maintenant, quand il va être président civil, j'arrive. Ça dépend, c'est ce que je dis, ça dépend même Mamadou Doumbia dont vous parlez. Maintenant, ça dépend, est-ce qu'il a démissionné de l'armée ou pas? Là, il doit démissionner obligatoirement. Il doit démissionner, mais il ne l'a pas fait. Parce que pour moi, pour être candidat, parce que ici, dans notre constitution, comme on l'a dit, pour qu'un porteur soit candidat aux élections, il doit démissionner 6 mois avant. Ils ont ramené à 4 mois. Non, c'est ce que je dis. Non, ils avaient ramené à 3 mois. Voilà. En fait. Donc, maintenant là, s'il arrive d'ailleurs à déposer sa candidature n'étant pas démissionné, donc ça veut dire qu'il y a problème. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va démissionner? Donc, il y a tous ces affaires-là qu'il faut tenir compte aujourd'hui. Et puis bon, moi je pense que, comme vous l'avez dit aujourd'hui, aller aux élections, oui, parce que le cas du Gabon et du Burkina et de la Guinée, non, le cas du Gabon, du Tchad et de la Guinée est différent du cas du Mali. Là, il faut se dire, parce que en Guinée, comme vous le Doumbia a mené le coup d'État avec ses hommes, donc ça veut dire qu'il est seul qui était le patron vraiment de cet renversement. Au Tchad, Idriss Déby, le fils de Déby Kaka, lui, son père est décédé, il est revenu, il était le seul commandant. Il n'est pas seul, ils étaient 13. Non, il est seul, parce qu'il est le seul commandant. Il était à la tête. Il était à la tête, j'arrive. Mais attends, j'arrive, Soulou. Ne renversons pas les faits. Toi, tu le sais, moi je sais. Quand on menait les négociations au niveau du ministère de la Défense, ce n'était pas Assimi seulement qui portait la voix. À chaque fois que, entre eux, quand ça n'allait pas avec la CEDEAO, ce n'est pas Assimi seulement que c'était les 5 qui se voyaient, qui parlaient de la même voix pour venir. C'est parce que ces 5 aussi ont accepté de mettre, parce que quel qu'en soit le problème, il fallait une personne à la tête. Donc c'est un consensus qui est là et qui a amené vraiment Assimi à la tête. Mais, comme tu le dis, si c'était seulement lui qui gérait, pourquoi lorsque Banda a composé le nouveau gouvernement et que deux ont sauté, Banda a été arrêté? C'est la grande question. Donc ça veut dire que les choses s'ensemble ne se ressemblent. Les choses s'ensemble ne se ressemblent pas. Donc je pense que la situation du Mali aujourd'hui est différente des autres situations. Parce que là, c'est compliqué. Donc il faut, quand tu fais ces années, il y a de ces aspects, quand tu ne l'intègres pas dans l'année, tu verras que les données vont poser. Peut-être aujourd'hui, il a l'envie même de faire les élections. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tant que c'est 5, il n'y a pas un consensus, est-ce que seul peut décider d'aller aux élections? En un mot, vous voulez dire que sur les 5, peut-être qu'il y a 2 qui veulent être candidats ou 3 ou... On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être c'est cette question. Voilà. En tout cas, c'est les grandes questions. C'est les questions sans réponse.
Pour l'instant, l'avenir sûrement nous donnera des réponses par rapport à ces sujets. Téléspectateurs Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. Voilà, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Moussa Tembine, journaliste chroniqueur à Djoliba TV News. Moussa, on se dit à la prochaine. Ok, je vous remercie et je remercie encore mon frère Soulo. Surtout, comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir de venir quand même sur ce plateau et l'effort est à saluer parce qu'aujourd'hui nous avons, dans le contexte dans lequel nous évoluons, nous qui animons les émissions, Soulo ça les fait bientôt plus de 3 mois, il n'anime plus l'émission. Moi pareil parce que la situation est compliquée et n'est pas favorable aujourd'hui à ce que nous puissions faire des plateaux pour décrypter comme nous voulons. Donc, mais là c'est pour cela que je dis votre effort à saluer parce qu'avec tout ça vous arrivez chaque semaine vraiment à combler l'attente de ces téléspectateurs qui vous attendent devant l'écran pour et vraiment décrypter l'actualité. Surtout, je donne un clin d'œil à un Maïga, Fadima Maïga, il y a un autre Maïga à la régie, un autre Maïga à la primature qui part, un autre Maïga qui vient. Donc, c'est la République des Maïga. Donc, sans lui, pas d'image, pas de voix. Donc, chapeau à lui aussi. Ça, c'est le cousinage du Mali. Merci beaucoup pour cette petite parenthèse. Moussa, voilà. Terminé. Et j'ai aussi sur ce plateau confrère Brema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine, mais il y a un point sur lequel sur la démission de Mamadi Doumbia, c'était tellement logique pour moi, je n'ai pas vérifié, peut-être la semaine prochaine, on va voir. On va essayer d'avoir s'il a déjà démissionné ou il n'a pas démissionné à ce niveau. Merci à vous, comme Moussa l'a dit, il faut vous saluer, il faut que vous êtes à saluer parce que vous maintenez la baraque tout droit, le gouvernement se tient bien parce que aujourd'hui c'est très difficile de tenir des émissions hebdomadaires chaque semaine. Offrir ça chaque fois des nouveaux numéros aux téléspectateurs, c'est vraiment un courage à saluer et une abnégation, un amour, une passion. Merci à vous pour cette passion-là et merci aux téléspectateurs, surtout la diaspora et peut-être la prochaine. Inch'Allah, comme on aime si bien le dire ici au Mali. Téléspectateurs de Mandé TV, merci d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin. Allez-y également sur les pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. On se dit à la prochaine et on salue la régie qui a assuré cet enregistrement. Au revoir.